Bienvenue à tous et à toutes sur cette soirée, qui est une première en fait, pour ne rien vous cacher, qui est l'idée qui m'est venue. C'est après avoir donné pas mal de conférences et de continuer à donner des conférences sur des thèmes autour de la relation amoureuse en tant que psychologue, psychothérapeute. Donc je me suis dit, tiens, et pourquoi pas donner en groupe ce que j'appelle des éclairages amoureux, c'est-à-dire c'est un peu comme des séances au cabinet, puisque en tant que psychologue je travaille souvent en individuel ou avec des couples, mais assez peu en groupe, sauf dans les ateliers ou des séminaires, ce qu'on appelle les stages, où là effectivement je peux aller plus profond et travailler avec des cas personnalisés. Et donc je me disais comme ça, ça serait une bonne idée que de réunir un certain nombre de personnes et entre la conférence et le cabinet, voilà, il y a une modération qui pourrait être celle-là, qui pourrait être une soirée comme ça, qui est consacrée à des éclairages, c'est-à-dire que certains qui ont envie de poser des questions ou parler de leurs difficultés ou de ce qui se passe dans leur situation ou dans leurs expériences amoureuses sont les bienvenus. J'ai que 2 heures, donc je ne vais pas pouvoir parler toute la nuit et prendre tout le monde. Mais si certains, 2 ou 3 personnes veulent venir soit exposer leur cas, soit poser des questions et qui peuvent relever de mes conférences, des thèmes de mes conférences. Donc voilà, donc vous êtes les bienvenus. Et l'idée, c'est que je donne des diagnostics, que je fasse un diagnostic avec aussi le public, je commence à faire un diagnostic et puis vous m'aidez à faire un diagnostic, ou en tout cas vous pouvez donner votre feedback et ensuite donner des pistes. C'est-à-dire, voilà, il se passe ça dans ma vie, mais là où j'en suis dans ma vie amoureuse, peut-être certains nœuds, certains blocages, comme par exemple des répétitions de schémas que vous pouvez observer, d'autres des ruptures douloureuses, ça peut être ça, des personnes qui souffrent de dépendance affective, ça peut être des difficultés à rencontrer, des difficultés à faire vivre le désir dans le couple, des problèmes de sexualité, des problèmes de souffrance, de jalousie, de possessivité et que sais-je encore. Donc tous les sujets qui vous concernent et qui traitent de la relation amoureuse sont les bienvenus pour qu'on aille plus loin, mais à partir de cas. Voilà, l'idée c'est de prendre vraiment des cas, des situations rencontrées et voir comment on peut traiter ça en relativement peu de temps. Alors c'est pas non plus miraculeux, vous n'allez pas sortir de là avec la recette miracle, mais d'avoir au moins un éclairage, pour moi ça me paraît essentiel et c'est ça que j'aime beaucoup faire, c'est de vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue dans les situations difficiles ou bloquées. Qu'est-ce qui se passe que vous en arrivez là? Et est-ce qu'il y a des pistes ou des chemins pour faire un peu différent, trouver des options, faire un peu autre chose, fonctionner un peu d'une autre manière ou voir les choses d'une autre manière pour débloquer certaines situations qui peuvent être un peu tendues? Parce que tout le monde le sait, la relation amoureuse, en tout cas moi je vous le partage, quand c'est réussi entre guillemets, quand ça se passe bien, c'est vraiment source de plaisir, de bien-être, de bonheur, d'amour, de richesse, de partage, de complicité, donc plein de bonnes choses au rendez-vous, mais c'est pas toujours le cas et il y a aussi beaucoup de souffrance à la clé parfois. Voilà, et donc c'est pour vous aider à débloquer certaines situations que je propose cette soirée. Alors vous avez remarqué, cette soirée est filmée. Pourquoi ? Parce que c'est bien aussi que tous ceux qui ne peuvent pas venir à cette soirée, c'est-à-dire mes plus de 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur internet, vous faites Véronique Cohn chaîne YouTube et vous tombez sur ma chaîne avec toutes les conférences que j'ai pu donner, qui sont restituées. Et donc c'est bien que les autres puissent aussi participer en étant à distance et avoir aussi des éclairages amoureux pour eux. Parce que souvent, s'il y a quelqu'un, ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un traite un sujet qui le concerne, la plupart du temps, ça résonne pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est tous à peu près du même et qu'on est à la même enseigne et que je le dis souvent et donc très souvent les problématiques sont quasiment les mêmes. Ce que tu vis un jour, je le vis un autre jour. Ce que je ressens, tu peux le ressentir aussi d'une autre manière. Donc en général ça résonne. C'est pour ça que c'est intéressant que ça diffuse comme ça largement. Voilà.
Voilà l'idée. Alors, c'est à vous, hein, ça va être à vous de jouer. Autre chose aussi, avant que j'oublie, aujourd'hui c'est le 22 mars, c'est ça? Voilà, c'est le jour de la sortie de la publication de mon livre. Voilà, donc je vais en profiter pour le dédicacer ce soir aussi. Donc mon livre qui s'appelle Quels amoureux êtes-vous? Quel amoureux êtes-vous? 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. Donc je suis vraiment contente d'avoir publié ce livre aux éditions de Chou, parce que c'est le fruit de pas mal de travail, et notamment des profils psychologiques que j'ai déjà donnés en conférence, que vous retrouvez d'ailleurs sur ma chaîne ou sur mon site. Les 5 profils, les clivés de l'amour, qui sont des profils de personnalité en amour, les clivés, les alphas, les altruistes, les frileux et... vous savez lesquels? Les alphas, les frileux, les altruistes, les clivés. Il m'en manque un. Et le dernier, c'est lequel? J'ai un trou. Ça doit être les planqués. Oui, c'est mon profil, c'est pour ça que j'ai oublié. Voilà. C'est normal, c'est mon profil. En général, c'est toujours, on s'oublie soi. Voilà. Donc voilà, les 5 profils que j'ai décrits. L'intérêt d'avoir des grilles de décodage de la personnalité, c'est déjà d'apprendre à mieux se connaître soi, hein, comment on est formaté, comment on fonctionne, comment on s'articule, et de mieux comprendre aussi si on a un partenaire avec qui on est en lien amoureux, qui est-il? Pourquoi est-il différent de moi? Comment se fait-il qu'il fonctionne comme ça et que parfois je ne le comprends pas, et qu'il y a des tas de malentendus dans la relation parce qu'on ne se comprend pas, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le même profil psychologique. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir des grilles de lecture, hein, un peu comme des décodeurs de télé, qui vous permettent de mieux cerner qui est en face, et mieux vous cerner, et de voir de remarquer combien, en général, notre voyage, notre vécu intérieur est complètement différent de celui de notre élu du cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'est simplement pas formaté du même. On n'est pas conditionné du même, on n'a pas les mêmes parcours dans l'enfance, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes vécus, les mêmes traumas, et à partir de là, on ne fabrique pas les mêmes croyances, les mêmes comportements, les mêmes visions du monde, et on est vraiment 2 individus avec 2 voyages différents, et qui aimeraient tellement être en miroir, mais qui parfois ne se comprennent pas tellement ils sont dans la différence. Et donc éclairer la différence et comprendre la différence, c'est vraiment se mettre en empathie, c'est vraiment arrêter de juger son prochain, en tout cas moins, et d'être beaucoup plus dans une forme de tolérance par rapport à l'autre, et d'être moins heurté par ces comportements qu'on juge ahurissants ou bizarres, etc. Et donc c'est pouvoir amener beaucoup de fluidité dans la relation, quand justement il y a des crises, il y a des heurts, il y a des agacements, des disputes, etc. Et je trouve vraiment éclairant et très très utile, plus qu'éclairant, vraiment efficace, d'avoir des grilles de lecture. En tout cas, pour moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie d'avoir des typologies de fonctionnement de personnalité dans mes relations amoureuses, que j'ai eu envie de vous le transmettre, d'en faire un livre et d'en faire des conférences. Voilà. J'en ferai aussi certainement des ateliers pour aller plus loin, où vous allez découvrir et jouer, enfin c'est un jeu aussi, hein, de jouer à découvrir son profil, quel est le profil de l'autre, et de voir qu'est-ce qui match, et qu'est-ce qui risque de heurter, d'être en rupture, justement parce qu'on n'est pas dans le même profil, et on attend souvent que l'autre soit dans le même moule que nous. Voilà, donc voilà un peu pour la publication de mon livre. Donc je suis très fière d'avoir quand même publié mon premier livre. Et puis je passerai un petit temps après la soirée des éclairages amoureux pour ceux qui veulent, pour vous le dédicacer. Voilà. Alors maintenant, place à ma soirée. Donc je serais ravie de vous entendre, parce que je vais répondre à partir de vos questions ou de vos situations. Je vais partir de là, et après je ferai des petits développés, hein, à partir des thèmes que vous évoquez. Je ferai des exposés un peu comme dans mes conférences, pour clarifier un peu ce qui se joue et développer un peu le sujet de ce qui se joue à partir d'un thème que vous évoquez. Voilà. Donc ceux qui ont des questions, des situations, c'est un peu comme au cabinet, hein. Profitez-en, c'est des séances à l'œil. Donc profitez-en. Donc allez-y, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est filmé, donc ceux qui viennent sont d'accord pour passer à la caméra. Voilà. Et voilà. Alors...
Qui c'est qui aurait soit une question, soit une situation qu'il a envie de partager, ou voilà, ou de là où il en est dans sa vie. Vous êtes des timides, hein? Alors, si vous êtes timide, vous pouvez repartir de mes conférences hein, sur les thèmes. Vous avez certainement vu pas mal de mes conférences sur ma chaîne ou sur mon site. Donc, les thèmes, je vous les rappelle, les thèmes classiques dans les problématiques amoureuses, c'est la dépendance affective, c'est les problèmes de rupture, c'est des problèmes de deuil amoureux, c'est des problèmes de répétition de schéma, c'est des problèmes de difficultés à rencontrer ou de rester avec un partenaire, de choisir un partenaire avec qui c'est toxique et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, donc ça c'est plutôt des problèmes de dépendance, de se maintenir dans des relations avec des gens non disponibles, voilà. Et là, tous les autres types de souffrances que vous pouvez vivre, de la solitude, de ne pas gérer votre solitude, donc vous partez dans la relation en mendiant, des tas de choses comme ça. Donc on ne peut pas dire qui n'est pas avec ça. Des problématiques aussi de contrat d'exclusivité, de fidélité, des trucs comme ça. Ça aussi, ça fait pas mal de souffrance. Voilà, donc il y a vraiment matière. Hein. Alors, il y a une question. Ouais. Alors, attends, il faut venir ici parce que je ne vous vois pas. Voilà, super. Alors, c'était le thème de la semaine passée, ça. Hein. J'ai donné une conférence sur la difficulté à la rencontre, oser la rencontre. Donc, c'est super parce que c'est la suite de la semaine dernière. Bienvenue, cher ami. Est-ce qu'on la voit? Bon, ok, c'est bon. Parmi toutes les problématiques citées, celle qui me parle beaucoup, c'est la difficulté à rencontrer. Oui. Ou si je rencontre, c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Donc j'ai tendance à me rabattre sur les sites de rencontres parce que là, il y a moins de difficultés à se rencontrer. Oui. Mais pour autant, ça donne pas forcément ce que tu veux. Non. Et puis c'est tellement téléphoné, c'est tellement, tout le monde y va depuis tellement longtemps que personne n'est enthousiaste en fait. Ah bon, tu observes ça? Oui. Donc alors déjà petit 1. Ce que j'observe ici, c'est qu'il y a une généralisation, je ne sais pas si vous voyez, hein. Tout le monde, etc., ça fait longtemps, donc déjà, c'est pas sûr que ce soit tout à fait vrai. En tout cas, tu peux dire, voilà, moi je vois ça comme ça. Oui. C'est ton expérience. C'est sans doute mon expérience, oui. Ok, donc si tu as autre chose à rajouter? Non. Non. Donc si j'ai bien compris, petit 1, tu as du mal à rencontrer, c'est ça? Oui. Ou tu disais que quand tu rencontres, tu as l'impression que ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas ce que tu veux rencontrer ou ça matche pas avec toi. Et tu disais que c'était la stratégie des sites de rencontres qui n'était pas adéquate. C'est ce que j'ai fini par me dire. Alors là, c'est le moment, c'est d'investiguer, hein, c'est de poser des questions. Alors moi, je vais en poser, puis après, je vous laisserai aussi en poser, parce que c'est toujours intéressant de mieux cerner, mais de quel endroit ça part qu'elle n'arrive pas à rencontrer, puisque c'est ça ton problème, tu as du mal à rencontrer. Donc, est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que c'est un problème d'être désabusé? Tu vois, j'entends un côté un peu désabusé. C'est comme si tu me dis j'entends derrière, j'ai testé, j'ai tenté, et finalement, je suis déçue. J'entends un truc comme ça. Est-ce que c'est vrai? Les sites de rencontres, oui, ça m'a désabusé. Voilà, j'entends ça. Mais c'est tellement facile que j'ai tendance à y retourner quand même, et je me retrouve dans la même situation avec, aussi désabusé qu'au départ. Voilà. Et cette difficulté à rencontrer, c'est plus effectivement le côté naturel de rencontrer les gens plus de l'ordre du hasard, des choses moins calculées qu'un site de rencontre. Et là, j'ai des difficultés à rencontrer parce que c'est tellement... Enfin voilà, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Alors ici, il me vient deux pistes. Soit on va sur qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer des hommes qui te plaisent de façon naturelle, entre guillemets, hein, sans aller dans des stratégies où vraiment tu vas forcer quelque chose, quoi, spontanément. Soit de regarder, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de j'ai utilisé la stratégie des sites et je suis désabusée. Bon, mais est-ce que c'est, tu vois, on pourrait remettre ça aussi en question. Est-ce que c'est le problème de la stratégie?
Parce qu'il y a des personnes qui vont sur les sites et ça match. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec cette stratégie, ou peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à regarder sur qu'est-ce qui se passe que cette stratégie ne fonctionne pas pour toi. Voilà, ça c'est 2 pistes. Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un de manière naturelle, ou quelles sont tes croyances autour de ça? Parce que c'est comme si tu me disais, ben, j'essaye de rencontrer de manière naturelle, mais manifestement, ça ne marche pas non plus. Ou ça se fait pas. C'est moi qui suis pas, enfin qui suis, il y a une forme de gêne, il y a une forme de certaines convenances qui bloquent bêtement. Okay. Voilà. Okay. C'est arrivé une fois que quelqu'un vienne me voir dans un supermarché, mais c'est tellement inattendu que je lui ai dit oui, puis je suis partie, quoi. Ok. Je l'ai jamais revu, quoi. Ok. Donc là, tu es en train de dire que tu as une inhibition. Enfin, il y a une timidité ou une inhibition, c'est ça? Quand quand ça se fait de manière naturelle, il y a quelque chose de l'ordre de l'inhibition. Oui. Ok. Et sur site, c'est donc plus facile. Sur site, c'est il n'y a pas l'inhibition puisque bon. Non, là, je suis pas inhibée. Par contre, ça ne marche pas non plus puisque tu es désabusée. Parce que je suis désabusée. Bah, tu as dit à la fin que tu étais désabusée. Donc, qu'est-ce qui se passe parce que c'est plus simple, effectivement, il y a moins la timidité, puisqu'il y a l'écran en face. Qu'est-ce qui se joue, du coup, pour qu'à la fin, avec la stratégie des sites, ça ne marche pas non plus? Tu te sens désabusée. Après avoir rencontré la personne, c'est là que je me rends compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a des trucs qu'on ne pouvait pas deviner sur le site, ou alors que je n'ai pas deviné sur le site. Et du coup, je me retrouve dans des schémas un petit peu répétitifs, alors de plusieurs ordres, mais un peu répétitifs aussi. Ok, est-ce que tu veux qu'on voit plutôt la piste pourquoi je suis inhibée? Parce qu'il y a un truc avec l'inhibition, ou l'histoire de la stratégie. Ça, c'est autre chose, la stratégie des sites, parce que, à mon avis, ça pourrait marcher. Je pense que c'est la stratégie. Toutes les stratégies, ce sont des stratégies, hein, ce sont des outils. Hein. Alors que vous soyez, partez en boîte de nuit, vous partez en site de rencontre, que vous partez, je sais pas où, comme dans mon atelier où j'avais emmené un groupe de femmes chez Castorama pour draguer, ça marche. Toutes les stratégies sont des stratégies en fait. Donc après, je dirais tous les moyens sont bons. C'est pas tellement l'importance de la stratégie, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Mais c'est comme tous les outils, c'est comme l'iPhone, c'est comme c'est comme à n'importe quel outil. Un outil reste un outil. Qu'est-ce qu'on fait de l'outil? C'est pas l'outil qui est à remettre en question, c'est la manière dont on utilise l'outil. Et comment on s'en sert, à quoi on croit et à quoi on ne croit pas. Tu vois, l'outil reste neutre à la limite, je dirais. C'est la manière dont tu le gères et dont tu le perçois et de ce que tu en fais derrière. Donc bon, mais on ne va pas forcément s'intéresser dans un premier temps à la stratégie, c'est d'accord, puisque tu es plus intéressé par les problèmes d'inhibition. Oui, oui. Ok, alors. Ils paraissent être d'un autre âge et pourtant, c'est bien là, quoi. Ok, quand tu me parles d'inhibition, alors je vais faire mon diagnostic. Hein. Après, je vous donnerai la parole. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton sentiment d'être timide, enfin, ou de pas vraiment être en facilité, en aisance? Tu as dit que c'était pas très facile pour toi, même que tu avais pris la fuite quand on a un qui t'accoste et qui te plaisait en plus. C'est ça? Je savais pas s'il allait me plaire, mais bon, en tout cas, c'était l'occasion de prendre un café. Et du coup, tu as pris la fuite. Oui. J'ai pas pris la fuite, je me suis dit, comme si c'était peut-être à lui de proposer, ou alors il te proposait, là, non? Oui, il me disait qu'il me trouvait jolie, mais ça, je lui remercie, et puis je m'en vais. Ah oui, voilà, t'as pas donné suite. Et j'ai pas donné suite, alors qu'après je me suis dit, mince, je me suis dit quelque part, comme j'y vais tout le temps dans le supermarché, je vais le retrouver, mais non. Elle est mignonne. Ça aurait pu marcher. Oui. Et puis j'ai pas reconnu son visage, donc ça risque pas, mais voilà. C'est gênant parce que ça se fait pas d'être accosté dans la rue. C'est un truc de cet ordre-là. Ouais. Ça se fait pas d'être accosté, donc je dis oui, puis je m'en vais. Je vais pas commencer à lui dire voilà, on va prendre un café. J'ai pas ce réflexe. Oui. Ok. Donc il y a ça ne se fait pas. Hein, la première chose qui t'est arrivée dans la tête, c'est ce dialogue interne, c'est ça ne se fait pas. De rencontrer dans la rue, c'est pas pas acceptable, ou c'est pas correct, ou c'est pas. Voilà. Alors là, tu es autour d'une croyance, tu tournes autour d'une croyance, ça se fait pas. Ce qui se fait, ce qui est moral ou ce qui n'est pas moral, ou ce qui se fait, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. C'est ça? Où t'aurais appris ça? Qui t'aurait dit que ça c'était pas acceptable?
Oh, ça remonte à l'enfance et oui, à des images. Si ma mère se faisait draguer dans les années 60 avec des mini-shorts ou des mini-jupes, même si elle avait 4 gamins autour d'elle, eh ben elle envoyait balader tout le monde parce qu'on venait la draguer, elle envoyait balader. Donc pour moi, c'était comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ok. Quoi, ce type-là qui vient, il voit pas que j'ai 4 enfants, il vient me draguer. Oui, oui. Donc c'est pas un homme oui, respectable. Bah oui. Il est pas respectueux des femmes, c'est ça? Il n'est pas respectueux des femmes, il est forcément, il vaut rien. C'est un dragueur, c'est un. Voilà, ça mène un prédateur. Il va profiter d'une situation, ouais. Même si elle, ok, voilà. On est ici dans la croyance autour des. Les femmes sont des objets et donc elles sont prédatées. Hein. C'est ce truc-là. Hein. Donc c'est ça que tu as pigé de ta mère ou que tu as embarqué de ta mère, c'est ça que tu dis? Oui, oui, c'est sûr. Okay. Oui, il y a les images. Donc c'est quelque chose qui est resté, qui est résiduel et qui est toujours là en tête, même si. Voilà. Même si tu peux savoir que c'est pas vrai, même si. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je sais bien qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que ces hommes. Donc, on est souvent face à ça. Hein, en fait, on a souvent une partie de nous qui intellectuellement sait pertinemment, en théorie, que les hommes ne sont pas tous des prédateurs et qu'ils peuvent être même très respectueux et nous accoster comme ça, sans être des gros dragueurs lourds et non respectueux, tu vois. Voilà. Et en même temps, il y a une autre partie de toi qui est plus archaïque, plus ancienne, qui a embarqué de ta mère le fait que, attention, soyons en vigilance parce que les mecs peuvent être des gros salauds et des gros dragueurs, en fait, c'est ça, en résumé. Je te la fais court. Si on m'avait vu en train de me faire draguer et que je dis oui, on va prendre un café, il y a le regard, bizarrement, voilà. Tout le monde s'en fout. Et tu pourrais penser quoi sur toi? Sur toi? Que si tu te fais draguer comme ça, tu te laisses draguer par un homme comme ça, en plein milieu de la rue, naninana, tu pourrais imaginer qu'on dirait quoi sur toi? Que les autres penseraient quoi sur toi? Ah, c'est facile de l'accoster. Voilà. Donc ici, on est dans « je suis une femme facile ». Oui, je vais vous donner... Alors, il y a du public qui veut parler. Non? Vous pouvez prendre le micro à la main, parce qu'au fond, on n'entend pas grand-chose. Vous m'entendez pas? Pourtant, j'ai l'impression que je parle. Je prends le micro à la main. Vous m'entendez mieux là? Voilà. Ok, parfait. Donc je disais, il y a deux, vous avez vu, t'as vu tous les... Oui, 2 messages de l'enfant. Il y a 2 messages, mais c'est à peu près du même genre. Hein. Les hommes sont potentiellement des prédateurs, des hommes qui prennent les femmes pour des objets, donc il faut faire attention, il faut être en vigilance. Et la deuxième, c'est, et moi en plus, je risque de passer pour une femme facile. C'est ça ? Oui. Voilà, donc c'est 2 bonnes raisons pour mettre l'alarme et pour être en vigilance orange et rouge. Et donc, quand cet homme qui t'accoste, même s'il pourrait te plaire, tout de suite c'est ça qui vient d'emblée, hein, sans que tu réfléchisses en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et qui change le comportement que j'aurais si après coup je me dis mais pourquoi? Voilà, alors face à un site de rencontre, ça me gêne pas d'accoster. Oui. Mais alors... Oui. Alors, dans cet exemple, ce qu'il faut voir, c'est que la partie qui sait que ça pourrait être pas mal et que les hommes ne sont pas tous des prédateurs, etc., elle était débranchée. T'as remarqué? Elle n'était pas branchée parce que c'est après coup que tu t'es dit, mais au fond, pourquoi j'ai hésité? Si ça se trouve, il était intéressant. Donc, en fait, ici, vous avez l'exemple même qu'il y a 2 types de cerveau. Il y a le cerveau plutôt limbique ou reptilien, qui est le cerveau bas étage, qui en fait conserve les mémoires archaïques de nos expériences vécues, notamment des expériences de notre enfance. Ici, c'est ça qui s'est passé, c'est que quand le stimulus est arrivé, c'est-à-dire cet homme vient m'accoster, la mémoire ancienne a fait surface. Et donc on était dans les cerveaux bas étage. Et donc c'est des mémoires qui sont impulsives, instinctives et qui ne sont pas réfléchies, il n'y a pas de raisonnement. Tu vois, c'est éteint le raisonnement. Quand les bas étages marchent, fonctionnent, le cerveau du raisonnement, le néocortex est éteint. C'est pas en même temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas la lucidité. Le truc intello, c'est après. Le recul, c'est après. C'est pour ça qu'après, tu dis, mince, j'aurais peut-être pas dû, tatitata. Mais l'autre, il est parti déjà, tu vois. C'est trop tard. C'est ça. Oui. Donc, la première chose qui nous vient, qui nous déclenche, c'est il y a un stimuli et il y a des mémoires anciennes qui refont surface, et notamment des messages qu'on a embarqués de nos parents sur des situations de danger.
Parce que là, sa mère lui avait dit c'est dangereux si tu te fais accoster par des hommes. Les hommes sont des personnes potentiellement méchantes ou violentes. Donc fais attention à toi. Donc on est dans des situations évidemment de danger. Donc il y a un système d'alarme qui se met en place et que tu aurais embarqué de ta maman. Plus aussi celui du jugement négatif sur soi, et je pourrais en plus passer pour une femme facile, alors ça surtout pas. Voilà. Donc, et ça n'aurait pas été remis en question, mais c'est un peu du même acabit, hein. Les hommes peuvent être potentiellement dangereux et méchants, des prédateurs, et les femmes, des femmes faciles, tu sais, des allumeuses, des salopes, quoi, en fait, en gros. Donc les femmes pourraient être des salopes et les hommes pourraient être des violeurs. Enfin voilà, on est typiquement dans les trucs du patriarcat, voilà, de tout ce qui descend depuis des générations. Voilà, rien qu'avec cet exemple, on a déjà plein de choses en lumière qui existent depuis toujours et qui sont pas souvent remises en question. C'est comme si c'était normal. Alors qu'en fait, est-ce que ces croyances, tu vois, tant que tu ne remets pas en question ces croyances de ta maman, etc., en fait, elles sont embarquées. Oui. Et c'est ta mère en toi qui vit ça. C'est pas toi, c'est ta mère qui instinctivement répond de cette manière-là. Et du coup, tu n'as pas le temps de réfléchir que, hop, ça va immédiatement. Oui, c'est vrai. C'est le diagnostic, ça. Et donc, en prenant conscience, c'est là qu'on a... Alors ça suffit pas. C'est bien d'éclairer, tu vois, déjà de dire tiens voilà, je repère que c'est ça qui fait, enfin je pense, je fais l'hypothèse que c'est ça qui empêche le fait que sur le moment tu sois pas tranquille et détendu avec tiens cet homme m'accoste et j'ai pas de vigilance, j'ai pas d'alarme, donc voilà, j'y vais et puis on verra. Et puis j'aviserai si je le trouve dangereux, après je continue pas, je donne pas suite. Mais au moins je suis pas comme un écureuil tremblant en train de prendre la fuite alors que l'autre il a même pas dit ouf, quoi. Tu vois, il est même pas en lien que déjà t'es parti. C'est ça. Donc il y a une forme de je prends la fuite. C'est pour ça par rapport au danger que t'as filé ta mère, t'as dit c'est dangereux, t'as déjà pris la fuite. Donc deux réponses possibles, c'est la fuite ou l'attaque, ou le figement. Donc là c'était la fuite, je prends la fuite. Évidemment, c'est instinctif, donc tu n'as pas eu le temps de réfléchir que tu prenais la fuite. Mais danger, fuite, hop, t'es parti. Alors c'est amusant parce qu'il y a une partie d'elle qui cherche à rencontrer, donc qui a envie d'aller vers, et il y a une autre partie qui justement contient une mémoire traumatique et qui part dans l'autre sens, qui part dans l'évitement de la relation, parce qu'elle estime que c'est dangereux. Donc c'est la mémoire ancienne qui prend le dessus sur j'ai envie de rencontrer, parce que le raisonnement est éteint, justement. Alors voilà, ça c'est le gros... Alors là, pour répondre à ta question, c'est pas parce que tu en prends conscience que ça va forcément changer. Déjà, c'est mieux, parce que déjà, tu vois un peu plus clair sur ce qui se joue, parce que ça peut se reproduire, cette affaire. Si tu es même pas forcément ou dans un bar, ou ce soir, ou n'importe où, et qu'il y a quelqu'un qui t'accoste, et que dès qu'on t'accoste, tu te dis, merde, si on m'accoste comme ça n'importe où, je vais passer pour une femme facile, ou c'est potentiellement un mec qui va me prendre pour un objet. Tu pourrais regarder sur les sites de rencontres, ça n'a pas joué aussi cette affaire. Si tu t'étais pas facilement dit que les hommes étaient lourdeaux ou potentiellement trop dragueurs ou qu'ils n'allaient pas te respecter, des trucs comme ça. Je serais curieuse de savoir si ça n'a pas interféré dans tes rencontres avec les hommes sur les sites. Tant que ça se passe derrière l'écran, en général, ça peut se passer très bien, ou alors c'est éliminé vite, ça va. Ouais. C'est décevant, en ayant eu l'impression d'avoir sélectionné ce qui me convenait, ce qui avait plein de chances de fonctionner, voilà, non, il y a d'autres choses qui se rajoutent lors de la vraie rencontre. Oui, mais c'était pas un truc avec le respect, il me respecte pas, ou il va pas me respecter, ou j'ai peur qu'il me respecte pas, ou un truc comme ça, il y avait pas ça? Non. Il y avait d'autres choses? Non. Bon, ok. On va revenir sur le premier truc. Donc je disais oui, alors voilà, donc tu vois que tu peux avoir ces peurs, ces évaluations. En fait, ça évalue très vite. Notre cerveau est fait pour évaluer le danger. On s'oriente, en fait, notre tête, vous ne savez pas, mais elle passe son temps à bouger, à faire des micro-mouvements tout le temps, pour s'orienter vers le danger, soit un bruit, soit quelque chose qu'on voit qui paraît anormal, soit quelque chose par derrière qui paraît imprévisible. Donc on passe notre temps à nous orienter vers le danger, parce qu'on est biologiquement fait pour survivre. Voilà. Et donc sans arrêt, on a plein d'infos comme ça,
On s'en rend même pas compte parce qu'on les met pas en conscience, mais on a plein d'infos qui font qu'on passe notre temps à s'orienter vers le danger et notre cerveau a vite fait d'évaluer et de surinterpréter qu'il y a du danger alors qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Donc là c'est le cas, hein. Il y a une surinterprétation par rapport à des choses anciennes et notamment des messages que tu aurais introjectés. Introjecté, c'est mis à l'intérieur. Et donc c'est ta maman qui parle en toi et qui te fait voir les choses comme ça avec ces lunettes-là. Et donc du coup, très vite, il y a peut-être un homme qui m'accoste, peut être un homme violent, dangereux, violeur, non respectueux, voilà. Donc forcément, ça va te mettre en crispation et en peur. Voilà. Alors comment déjouer ça? Alors ça, c'est les pistes, hein. On a fait le diagnostic. Alors je vais déjà, peut-être ça pourrait être intéressant de... Peut-être qu'il y a des personnes dans le public qui veulent réagir ou qui ont des idées aussi par rapport, ou des commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous en avez, vous pouvez réagir. En même temps, moi, je trouve que... Alors attends, si vous parlez... alors soit tu parles et je reformule pour qu'on puisse t'entendre. Bon, vas-y, tu peux dire et puis je vais redire ce que tu dis. Je dis en même temps, ça se fait pas trop que quelqu'un vienne comme ça de but en blanc nous accoster. Ah bah t'es dans la même... t'es exactement dans la même dynamique. D'accord, donc tu aurais aussi les mêmes croyances que ça ne se fait pas. Pas tellement que ça se fasse pas. Ah bon? Je me dirais, je trouverais ça bizarre, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais je me dirais, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oui, ben pareil. Enfin, je sais pas, je prendrais pas comme quelque chose de... qui peut être après quelque chose de bien pour la suite. Oui, ben de nouveau, il faut regarder... le ça se fait pas, il faut creuser un peu. Hein. Pourquoi est-ce que tu te dis ça se fait pas? Pourquoi? C'est quoi? D'où ça vient? Pourquoi ça se ferait pas? Pourquoi est-ce que ce serait mal? Pourquoi est-ce que ça se ferait pas? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Tu vois? En quoi il y a des choses qui sont bien? Et de quel endroit ça part que tu dis que ça ne se fait pas? Donc on est un peu dans le même registre ici. Après, il peut y avoir les normes sociétales. Hein, qui font que, les femmes, et c'est l'objet de la conférence de la semaine dernière, je disais, les femmes ont l'habitude d'être passives un peu au bal là, des premières, et elles attendent que les hommes viennent les chercher. Et les hommes, notamment dans la rencontre, sont plutôt actifs, et les femmes, les hommes proposent et les femmes disposent. C'est souvent comme ça que ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, on est en train de changer, les mœurs changent et on est dans un ajustement. Les hommes et les femmes proposent et disposent. Donc, au contraire, moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes et les femmes s'accostent beaucoup plus facilement qu'à une époque antérieure de nos grands-mères où elles se faisaient très peu accoster. Ça ne se faisait vraiment pas pour le coup. Quand ça se faisait, c'était toute une histoire. Enfin, c'était vraiment complètement différent. Alors qu'aujourd'hui, les mœurs ont évolué. Donc le ça ne se fait pas, ça serait aussi intéressant de voir, mais tiens, qu'est-ce qui me fait dire que ça ne se fait pas? Ouais. Moi je suis comme la personne, là, j'ai tenté aussi les sites de rencontres et je me suis déjà fait aussi accoster pareil. Et les a priori aussi peuvent être en face. C'est-à-dire que si on va dire oui, il y a l'homme, et ça m'est arrivé plusieurs fois, qui va me dire « Ah, mais tu dis oui à tous les hommes qui vont t'inviter ». Alors attends, ça c'est... Ok, je te garde ta question pour après, parce que ça c'est sur les sites de rencontres, c'est la deuxième étape. Non, mais dans la réalité aussi. C'est-à-dire que la personne, l'homme en face, il va me dire bah, si tu dis oui à tous les mecs qui vont t'inviter. Donc, par conséquent, tu passes par... Alors attends, je vais te donner le micro là. Parce que... Tiens, viens là parce qu'on est sur un autre truc. Ça c'est parallèle, mais... Non, je reviens. Bah non, mais on n'a pas fini. Je reviendrai sur toi après. Voilà. Ah, on n'a pas fini là. On est sur l'éclairage. Oui, vas-y. Oui, donc voilà, on passe pour une fille facile. Parce que c'est bon, là, ça marche. Parce qu'on a dit oui, et donc l'homme, il va se dire. Enfin, il me l'a dit. Ça m'est arrivé qu'il me le dise. C'est pas je pense qu'il va me le dire. Il me dit, voilà, si tu dis oui, c'est que tu dis oui à tous les hommes qui vont t'inviter. C'est facile. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu dis oui à tous les hommes, que ce soit virtuel ou dans la réalité? Si tu acceptes, l'homme a toujours besoin d'être rassuré que tu dis oui qu'à lui et pas à tous les hommes. Alors, okay, il fait le premier pas, et quand tu dis oui, eh ben, il dit ah ben c'était trop facile, donc c'est une fille facile. Donc voilà pourquoi après on est inhibé aussi. Ça vient pas du Saint-Esprit. Ok, donc ça c'est ton expérience. Bon, moi j'ai pas du tout la même et certains n'ont peut-être pas du tout cette expérience-là. En tout cas, j'entends que c'est ton expérience.
que tu serais en train de dire que... Et de nouveau, il y a une généralisation, vous entendez une généralisation, et si tous les hommes pensent que, tous les hommes font que, alors je dis non, moi c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, je dis pas tous les hommes pensent que, je dis ça m'est arrivé souvent. Et voilà, et donc tu en as conclu que les hommes ont besoin d'être rassurés. Une grosse partie en tout cas, même sans que ce soit de la drague personnelle, ils m'ont raconté ça, de leur expérience, et ils avaient un jugement sur la fille. Donc, ok. Ça peut être un provoque aussi. Oui, ça peut être tout ce que... Comme les mecs qui ont pas 50 vestes par soir. Ok, je vais pas trop... je vais... Ça, c'est une autre expérience, un autre témoignage ici, hein, qui est en lien avec... je me dis que je pourrais être une femme facile et les hommes ont peur que les femmes soient des femmes faciles. Voilà, ça peut être autre chose. Est-ce que vous avez d'autres pistes par rapport à d'autres éclairages par rapport à ce qu'elle avait dit? Ouais, faites passer le micro alors si vous voulez parler, là. Ce sera plus simple. Ou venez ici. C'est mieux peut-être venir là parce que sinon on ne vous voit pas. Alors, Oui, je ne sais pas si ça marche. On entend quelque chose ou pas, non? Non, mais on t'entend dans la caméra. Ok, ça marche. Juste le truc, c'est que c'est comme si chaque rencontre devait être obligatoirement soldée par quelque chose de sexuel. C'est comme s'il devait y avoir une rencontre amoureuse, comme si dire bonjour à une femme, avoir envie de lui parler, ne pouvait pas juste se suffire à lui-même. Tout à fait. C'est comme s'il y avait une résolution obligatoire qui empêche justement que les choses puissent se faire de façon naturelle et facile. Voilà. Il y a comme une obligation absolue de finir quelque chose qui n'a pas encore commencé. Oui, oui. Donc, alors, juste pour dire que... Attends, juste, j'interviens là-dessus. Ce qu'il dit est important parce que ça peut être quelque chose à entendre pour toi, puisque ça va à l'encontre. Tiens, tu peux venir à côté de moi, sinon on ne te voit pas. Ça peut venir à l'encontre de, justement, je crois que les hommes ont toujours des attentes sexuelles ou prennent les femmes comme des objets, tu vois, ou qui sont non respectueux. Donc là, il est en train de dire, mais attends, il y a pas mal d'hommes qui ont peut-être juste envie de nouer un lien, puis après... Voilà, ça peut partir en amitié, ça peut partir en je sais pas quoi, ça peut partir en rien du tout. Mais c'est juste de se connecter, de contacter, de créer du lien. Et si tu as embarqué de ta mère cette croyance comme quoi les hommes sont dangereux, ça, tu peux pas l'imaginer, tu vas pas l'envisager. Tu vas envisager que a priori ils sont pas comme ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour changer. On était sur les pistes ici. Si tu veux modifier des croyances, il faut vérifier l'inverse. D'accord. C'est-à-dire changer de perspective et vérifier que ce que tu crois, ce que ta mère t'a dit, n'est pas forcément vrai. Donc mettre le doute sur ce que ta mère t'a raconté et que la petite, et forcément quand tu es enfant, toi tu vois ta maman qui est géante, tu peux pas te dire qu'elle pense faux. En plus, tu es en alliance avec sa peur. Quand tu es enfant, tu sens la peur et tu te dis si maman elle a peur, c'est qu'elle a bonne raison d'avoir peur. Donc moi, quand je serai grande, j'aurai peur aussi. Parce que ça va me préserver, tu vois. Oui. Et c'est comme ça que, parce que il faut savoir que dans la relation mère-enfant ou père-fils, mère-fille, père-fils, le parent donne le programme de comment tu dois te comporter quand tu seras une femme plus tard. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faudra que tu fasses ou pas, le modèle, quoi, tu vois. C'est le programme. Et donc, très souvent, l'enfant va se programmer comme ça, sans le savoir, sur un futur de femme, tu vois. Et donc, une des choses qui pourrait être vraiment pacifiante, enfin pacifique pour toi, c'est d'entendre plusieurs fois ces genres de discours. Non seulement de les entendre, mais vérifier que c'est vrai. D'accord. Qu'il y a des hommes qui ne sont pas... Alors, je ne te dis pas tous, parce qu'on ne peut pas dire tous. Numéro de téléphone. Voilà. Voilà, vous pouvez continuer à converser après cette soirée. Thérapeutique. Effectivement. Voilà, c'est les pistes thérapeutiques. Mais vraiment, de prendre le temps de une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, et de le vérifier, parce que c'est dans l'expérience que les changements s'opèrent. C'est jamais dans la théorie, hein, c'est pas intellectuel. Hein, il faut vraiment le vérifier. Et vraiment commencer à augmenter le côté paisible, c'est-à-dire sortir de l'évaluation qu'il y a du danger, comme quoi c'est pas dangereux. La deuxième chose, ça serait que tu pourrais continuer d'imaginer, ok, bon après il va m'accoster et les hommes sont pas forcément dangereux, mais je vais peut-être passer pour une fille facile. Et là, comme elle le dit, je vais être emmerdée parce que si je passe pour une fille facile, les mecs ils vont se barrer en courant, tu vois, et qui ferait que voilà, ça va bousiller tes rencontres, quoi. Donc le jugement sur soi, de nouveau, est à envisager.
notamment les jugements négatifs sur soi. Si je me dis que je ne veux pas être une fille facile, il y a de fortes chances pour que des fois, parce que j'avais fait un discours là-dessus, sur la Madone et la sainte et la putain et la Madone, hein, il y a de fortes chances que tu sois souvent confrontée à l'inverse. À croire que tu ne veux pas être une fille facile, très souvent tu vas être confrontée à ce thème. L'allumeuse, la fille facile, quoi. Tu vois, soit par des fantasmes, soit par je sais pas quoi, où tu veux tellement être dans la fille correcte, propre, sainte nitouche, machin, tout ça, que forcément, à un moment donné, tu as l'envers de la médaille et que tu es souvent confronté à ça. En général, ça se passe comme ça, parce que c'est pile et face. Quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez paraître, quand vous voulez donner une image de sainte, par exemple, eh ben c'est souvent l'inverse, que vous êtes confronté à l'inverse. Ça vous renvoie en pleine figure toujours le thème inverse, parce qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Hein. Donc, comment tu pourrais détendre cette image, ou la question c'est, qu'est-ce qui pourrait faire que tu pourrais te détendre avec cette image et que ce ne soit pas très important que tu sois facile ou pas facile? En quoi c'est important pour toi que tu sois une fille facile? Dans l'image, tu vois, il y a quelque chose avec l'image, tu vois. Attends, il faut te redonner le micro. Il est passé où ce micro? Ah, il faut lui donner le micro. Ah, mais après je lui repasserai. Vous viendrez là. Merci beaucoup. Tiens, vas-y. Donc, qu'est-ce qui ferait que cette image soit moins importante pour toi? Est-ce que c'est possible de lâcher cette image un peu de la fille facile? En quoi c'est grave que tu sois une fille facile? Non, c'est vrai que c'est secondaire, c'est pas la première chose qui m'est venue dans cette rencontre-là. Je peux lâcher ça plus facilement parce que je sais ce que je suis et j'ai pas besoin de... Voilà. Okay. C'est un truc qui vient reptilien, effectivement, mais ça reste pas. Tu peux le mettre en doute, ça. C'est pas grave si tu es une fille facile, pas facile, ou si ta réputation est mise à mal, tu en mourras pas. Donc là, donc c'est moins ça. C'est moins prégnant, oui, c'est moins le problème, ça. Voilà. Ok, bon, très bien. J'entends qu'il y a des commentaires dans le public. Alors venez là. Ou alors vous parlez et je reformule, mais c'est plus facile si vous venez parce qu'on vous entendra mieux. Alors, tiens, garde le micro et je vais reformuler. Vas-y, dis. Peut-être dans ton cas, il y a aussi une histoire d'intrusion et d'agressivité, qu'on se sent agressé et une image intrusive dans sa vie, quoi, en fait. C'est la peur de s'ouvrir aussi à la personne, même si on ne la connaît pas, au premier abord, quoi. Alors, ce qu'elle disait, je vais reformuler, c'est que tu imagines qu'elle a eu peur de l'intrusion. Donc de s'ouvrir au premier rapport par peur de l'intrusion. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Et se sentir agressé. Et de te sentir agressé, elle n'a pas choisi. Alors que sur le site de rencontre, elle sait pourquoi elle est là, elle le choisit. Cette personne-là ne l'a pas choisi et donc elle se sent automatiquement agressée. Voilà, et le fait de ne pas choisir, ça serait vécu comme une forme d'agression, alors que sur un site, c'est j'ai le temps de décider, c'est moi qui choisis. Voilà. Est-ce que c'est vrai, tu vois? Pas jusqu'à là. Non, c'est pas en termes d'agression, mais il y a quelque chose de vrai. C'est, je me suis dit, mais attends, je connais rien de lui. Il a peut-être pas tous les critères. Certes, c'est sûr. On ne sait pas au début. Et c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit aussitôt. Je l'ai regardé et je me suis dit, toi, je sais pas s'il y a ça. Oui. Peut-être t'es mariée, voilà. Oui. Alors c'est idiot parce que effectivement, j'ai pas vérifié. Je lui ai pas donné l'occasion d'en parler et donc. Mais j'entends que dès le départ, il y a une évaluation qui serait quand même assez négative. Tu sais, il n'a pas forcément tout. C'est comme le truc de désabuser. Oui, c'est comme si tu partais dans. Finalement, les princes charmants, moi, j'y crois plus. Tu vois, un truc comme ça. Oui. Je pars un peu perdante. Je me dis, il n'a pas tout. Sur la checklist, il n'a pas tout. Sur les sites de rencontres, finalement, à chaque fois, ça finit par ne pas matcher. Donc, il y a un côté un peu désabusé. J'y crois pas là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est ça? Vrai, tout à fait. Pas le côté agressif, mais le côté désabusé, du coup. La même idée là, de base, mais... Oui, c'est comme si tu partais perdante d'emblée. Un peu, si ça se trouve, de toute façon, à quoi bon? J'entends un à quoi bon, tu as un truc un peu comme ça. Il y a tellement peu de chances que ça marche. Voilà, il y a tellement peu de chances que ça marche. Voilà, c'est ça qui est derrière. Il y a tellement peu de chances que ça marche. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Alors, comment c'est quand tu réalises que tu te dis ça? Qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu réalises que tu te dis il y a tellement peu de chances que ça marche? Ça risque pas de marcher. Hein. Je te le fais pas dire. Oui, tu vois bien que d'emblée, il y a
Tu vois, tu pars vraiment, il y a un truc vraiment négatif. Ok. Juste prendre le temps de sentir ça, tu vois, de voir, tiens, mais c'est vrai, au fond... Oui, je réalise que c'est dans ce domaine-là, mais c'est dans plein d'autres domaines. Que je vais trop à fond et du coup, après, je suis écœurée. Trop à fond sur les sites de rencontres, trop à fond sur le boulot, trop à fond sur là, et après, je suis écœurée, mais épuisée en plus. Et donc, effectivement, je rentre dans une phase de désabusement. Oui. Ok. Et oui, donc c'est sans doute une tendance que j'ai. C'est bien d'aller à fond, mais je vais sans doute au-delà de la limite, en fait. Ok. Donc tu es en train d'imaginer ou de dire, tiens, c'est parce que je vais trop à fond, je veux trop, tout de suite, trop, tout de suite, trop à fond. Trop, tout de suite, trop à fond, oui, tout à fait. Trop vite, trop à fond, trop tout de suite. Que presque tu mettrais trop d'énergie et que du coup ça va trop vite. Tu seras forcément déçu, ça peut pas se faire si vite, ça peut pas. Même si on y met tous les moyens, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Voilà, il y a d'autres lois de la nature qui font que ça se passe pas toujours comme ça. Et pourquoi tu irais si vite d'ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe que tu veux tout à fond et que tu irais si vite et que tu prendrais pas le temps d'aller à ton rythme ? J'ai le message de il faut faire vite. Ah, ça, voilà, deuxième message, ping. Ok, ça c'est qui ? Est-ce que tu peux nous dire ? Pareil, ma mère. Ta mère, ok. Il faut faire vite, il faut aller vite. Et on est dégourdi, on va vite. Et on réussit vite, et on pense vite, et on réfléchit vite. Voilà. Donc, ok, bon, voilà. C'est... Voilà. Et quand j'apprends sur certaines choses à faire moins vite, mais là je m'étais pas rendu compte que dans la relation amoureuse il y avait ce stress du temps aussi. J'apprends à faire moins vite, mais effectivement ça revient comme un réflexe aussi dans d'autres domaines. Il faut être à fond, il faut faire vite. C'est super que tu es en train de réaliser ça, tu vois. Oui. Parce que là tu découpes des séquences et tu vois qu'en fait tu n'as pas vu que en allant trop vite, il y avait un temps que tu ne respectais pas, qui était ton temps à toi. Et comme s'il fallait faire comme ta maman t'a dit. Faut aller vite, faut réussir vite. Comme si c'était vrai en plus. Et quand tu vois ça, comment c'est maintenant que tu mets ça en conscience ? Je me dis que la réalité elle est plus légère que ça et qu'il n'y a pas autant de charges à se mettre sur le dos parce que c'est faire vite, mais c'est faire à fond, intensément et avec obstination, etc. Donc faire vite et il n'y a plus de légèreté dans ce cas-là. Voilà. Et justement, oui. Et comment ce serait si tu te mettais moins la pression ? Je serais guidée par l'envie et donc il y aurait forcément plus d'enthousiasme et plus de légèreté, donc plus de détachement si ça ne marche pas, plus d'envie d'y retourner parce que je ne me suis pas forcée, je ne me suis pas astreinte. Voilà, et on n'arrive pas au stade d'être désabusé, écœuré. Ben oui. Ben oui. Super. Magnifique. Ça a marché à 20 ans quand même de faire ça comme ça. Alors parfois ça peut marcher d'être à fond, tu vois. Parce que ça venait valider ce que ta mère t'avait dit. Les messages de l'enfance, fais vite et tu réussiras, fais ceci. Ça venait valider parce que ça a marché pendant un certain nombre d'années. Ouais. Et puis aujourd'hui, oui, c'est normal. Enfin, ça pouvait marcher sur certaines choses et puis par hasard quelque part, parce que c'est pas ce qui marche le mieux. Enfin, c'est pas la recette de faire les choses en se forçant, en se poussant. En se mettant la pression et en forçant, en se poussant. Et peut-être tu peux faire à ton rythme, et peut-être tu peux prendre ton temps, et peut-être tu n'es pas obligé d'aller à fond. Et peut-être lever les enjeux de l'objectif. Tu sais, il faut que ça réussisse. Le truc, il faut que ça réussisse. Ça réussit pas. Peut-être ça serait pas mal. Tu vois comment tu es arrivé jusque-là. Oui. Super. Merci. Voilà, écoute, je te remercie. Et puis, je te souhaite de trouver quelqu'un, mais en étant moins la pression, en étant plus tranquille, plus moins détendu. Ok, ici il y avait effectivement ce qu'on n'avait pas vu, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait ça derrière, cette histoire de je veux me mettre la pression pour rencontrer.
Et par contre, on voit ça. Ça doit résonner pour beaucoup aussi parce que le truc il faut que ça marche. Si je me mets à vouloir rencontrer, c'est que je veux te rencontrer quelqu'un qui en plus répond à la checklist là, avec les critères que je veux. Et très souvent, on se met la pression là-dessus. Et remarquez que plus on se met la pression, plus on est déçu et désabusé, elle a dit. Hein. Voilà. Donc ça serait intéressant de voir comment vous pouvez, si vous êtes comme elle, dans des moments, des périodes de j'ai envie de rencontrer, comment vous pouvez amener un peu de légèreté là-dedans. Voilà, sans y aller, sans se mettre la pression. Même la pression rejet, ça se passe pas. Voilà, alléger un peu le système. Hein. Ok, et pour répondre, parce qu'on j'ai pas trop répondu à ce que tu as dit sur les histoires de filles faciles et que les hommes ont peur de rencontrer des filles faciles et du coup ils prendraient la fuite, c'est ça ? Ça les inquiéterait de savoir que tu dis oui, etc. Donc du coup tu aurais une mauvaise image auprès d'eux de filles faciles et donc tu n'es plus dans leurs critères de femmes correctes, bien. De nouveau, si vous généralisez, il faut faire attention aux généralisations, ça c'est ce que j'en pense. Hein. Si tu l'as peut-être fait une fois, 2 fois, 3 fois, cette expérience, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Il peut y en avoir qui sont carrément inversés. Et puis, de nouveau, la question ce serait en quoi c'est grave. Tu veux venir travailler là-dessus ? Sur cette histoire de facile, non. La question que je pourrais te poser, sinon, si j'étais en cabinet avec toi, c'est en quoi c'est important qu'il soit... que tu te juges, en quoi c'est important ou grave qu'il te juge comme une fille facile, c'est que du coup ça les fait fuir, c'est ça la question, c'était ça les fait fuir? Non, parce qu'ils jugent. Ils te jugent, et donc ils te jugent. Bon, et on n'est plus ce que vous avez dit. On n'est plus Une femme correcte. Oui, donc tu n'es plus une femme correcte. Et en quoi c'est un problème que certains hommes, tous... T'aurais peur que ça la fasse fuir? Ah, mais ça les fait fuir. Bah écoute, très bien. Voilà, au revoir. Hein. en quoi ça peut être un problème que l'homme... Parce que les hommes les hommes et les femmes ne peuvent pas s'empêcher de juger. Et certains, effectivement, vont rapidement émettre des jugements, d'autres moins, vont chercher à te connaître. Ça c'est imparable, quoi. Je veux dire, c'est inéluctable, ça. Le problème, c'est qu'il y a le cercle social. C'est-à-dire que si vous faites une mauvaise réputation, c'est foutu pour tous les autres mecs. Voilà, alors de nouveau, une croyance limitante. Si jamais j'ai une mauvaise réputation, ça y est, c'est foutu, ma réputation est tachée et il n'y aura aucun mec qui voudra de moi. Donc ça, c'est... Ça arrive d'autant plus qu'on le croit. Et ça arrive d'autant moins qu'on a peur d'être exclu ou rejeté si on n'est pas correct ou incorrect. Donc ici, on est plus dans un système autour de ce qu'on appelle le perfectionnisme. C'est-à-dire, je veux avoir une image parfaite, en tout cas une image de moi qui passe. Qui passe, c'est-à-dire qui ne se fait pas rejeter. Donc les codes, ici, en tout cas, de ce que j'entends, c'est des codes de pour une femme, elle a intérêt à bien se tenir et pas avoir un certain comportement, une certaine conduite, parce que sinon elle passe pour une fille facile. Et une fille facile se fait exclure et rejeter de mon milieu. Alors ça dépend dans quel milieu tu navigues, évidemment, mais de ton milieu, voilà. Les femmes faciles sont exclues. Donc c'est un type de croyance, hein, pourquoi pas, mais ce sont des croyances qu'on appelle limitantes. Voilà, donc soit vous continuez à... Toutes les croyances limitantes, hein, ça veut dire que vous ne mettez pas le doute là-dessus, vous croyez que c'est vrai. Et en général, quand on croit quelque chose, on le vérifie, tout le temps. Donc tu vas vérifier qu'avec ton cercle d'amis, évidemment, si tu es une fille, entre guillemets, facile... D'ailleurs, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que tu entends par une fille facile. C'est une fille qui va au contact, c'est une fille qui va dans les sites de rencontres, c'est une fille qui aborde, c'est une fille qui drague, c'est une fille qui s'habille avec des jupes sexy. C'est quoi une fille facile? Déjà, il faudrait déjà regarder. Et petit 2, en quoi c'est grave, quoi, si ce n'est que la peur du rejet. Donc ça veut dire que si tu crois ça va t'obliger à être toujours très prudente. C'est les hommes qui disent ça. Oui. Je ne crois pas ça pour moi. Ah bon, alors si tu crois pas ça et que c'est la peur de les faire fuir. Le
problème. La peur d'être jugé et de les faire fuir. Quand on le prend dans la figure et qu'après on est catalogué, bah on est grillé parce qu'il n'y a plus aucun mec qui veut sortir avec nous. Ou alors s'ils veulent sortir avec nous, c'est juste pour coucher. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est des choses que je prends dans la figure par les hommes, que je ne pense pas. Je ne pense pas que je suis une fille facile, mais quand on se fait aborder par un homme et qu'on se laisse faire, l'homme nous le dit. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois de l'entendre, pas d'expérience personnelle, mais qui m'ont raconté qu'ils avaient accosté une fille et qu'ils pensaient ça de la fille, et du coup ils la prenaient pour une salope, donc pas une fille facile, une salope dans le sens sale du terme, et du coup ils lui taillaient une mauvaise réputation, et tous les mecs la prenaient pour une salope, et plus personne ne voulait sortir avec elle, ou juste pour coucher, alors que la femme en personne, c'est quelqu'un de très bien, sous tout rapport. Donc le cercle social dans lequel on gravite, c'est très important, d'où les inhibitions, parce que la réputation va nous entacher et donc nous enlever des chances de... Donc là, ce qu'elle pointe, c'est intéressant parce que ça tourne autour de ma réputation, mon image. Et je crois que là c'est un exemple sur la fille facile, ça peut être n'importe quoi d'autre sur la réputation. Donc quand vous avez peur de votre image, quand vous n'assumez pas votre image, quand vous avez peur d'être rejeté, qu'il n'y a personne pour vous, que vous ne trouverez jamais personne parce que votre image ne correspond pas à votre milieu, aux gens que vous connaissez, et que vous avez peur d'être rejeté ou exclu, ben forcément vous allez le valider. Voilà. Donc c'est important de savoir ça, parce que l'histoire de je tiens à mon image, ou je veux donner une image de moi qui n'est peut-être pas moi, mais qui veut que cette image passe, soit acceptée. Donc je vais faire des efforts pour correspondre, par exemple, à ce que j'imagine que les hommes attendent de moi. Alors qu'en fait, je ne peux pas me détendre avec ça, je ne peux pas être moi-même parce que j'ai peur d'être jugée par les hommes, ici par les hommes. Et donc, il faut que je crée une réputation, il faut que je sois attentive à mon image pour pas faire désordre, quoi. C'est pas très cool, ça. Et déjà, ça prouve que j'assume pas toutes les parties de moi, et j'assume pas aussi celle qui pourrait être aussi une fille facile, et pourquoi pas, et même si je sais que je n'en suis pas une, je pourrais paraître comme une fille facile, et alors, et si ces hommes-là me rejettent, et alors, ça veut dire que je suis peut-être pas avec les bons, parce que je ne suis pas encore avec ceux qui peuvent me prendre pour ce que je suis, puisque je suis qu'avec des hommes qui me jugent sur une réputation. Donc cela, pourquoi je m'y intéresse, pourquoi je veux absolument plaire à des hommes qui seraient sur la réputation. En quoi c'est intéressant de relationner avec des hommes qui seraient sur l'image. Parce que s'ils sont sur l'image, ils sont sur l'image sur plein de trucs, pas que sur la fille facile. Les gens qui sont sur l'image de l'esthétique. Donc il faut des filles jolies. Donc, en général, pour les hommes, ce sont souvent des mecs qui fantasment. Donc ils vont élaborer des tas de fantasmes, ceci, cela, parce qu'ils ne peuvent pas vous aimer sans l'image. Ils vous aiment sur une image. Donc l'image doit être une image de fille correcte, de fille esthétique, jolie, sexy, ou pas sexy, ou propre, ou qui se tient bien, ou qui ne dit pas 3 mots les uns derrière les autres, ou est-ce que je sais leur représentation de l'image que vous devez donner. Donc ce ne sont jamais des hommes qui pourront vous aimer vraiment pour ce que vous êtes. Donc tant que vous n'assumez pas complètement qui vous êtes, vous allez jouer le jeu de l'image et de la réputation. Et c'est hyper souffrant, ça. Donc si vous voulez souffrir, tenez à votre réputation, et vous êtes en galère parce que vous dépendez du regard des autres, et vous avez toujours peur d'être rejeté, et il y a des parties de vous qui ne sont pas assumées. Et tant pis si on vous juge, en tout cas, tant pis, moi, mon conseil, c'est on te jugera fille facile parce que t'es comme ci, t'es comme ça. Et ceux-là te voudront pas, peut-être que d'autres te voudront et auront beaucoup plus de présence et de pertinence parce qu'ils sauront que tu es bien au-delà que cette histoire d'image. Voilà. Il y a toujours un décalage entre l'image et qui on est, entre ce qu'on montre et ce qu'on est à l'intérieur. De toute façon, donc tu n'empêcheras jamais personne de te juger sur l'image, mais ceux qui sont sur l'image, là tu es sûr que être attentif et dépendre du regard des autres, c'est extrêmement souffrant. Voilà. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais rajouter un dernier commentaire, c'est-à-dire que en fait, le discours de départ, c'était de dire que un homme qui m'invite à boire un coup, qui va me trouver mignonne et que en retour, comme la première personne qui est passée au tableau, et que je vais trouver mignon, et que là je vais pas fuir, je vais faire ok, on va boire un café.
ce que je trouve schizophrène, c'est que le fait que je vais accepter, il va me juger de fille facile. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire en fait à la base. La personne me drague, mais quand j'accepte, il me prend pour une fille facile. Je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'il n'assume pas le résultat de ce qu'il a cherché. Voilà. Oui, c'est juste ça ce que je voulais dire. Oui. Voilà. Bon, bah, merci. Tu peux tomber sur des hommes comme ça, puis tu peux tomber sur des hommes qui ne le sont pas. Voilà. Peut-être tu peux faire des expériences. J'ai pas dit que tous les hommes étaient comme ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que. Mais j'entends que jusque-là, tu as rencontré des hommes dans ce genre-là. Voilà. Non. Mais je l'ai souvent entendu en discutant avec beaucoup d'hommes, et je trouve ça schizophrénique en fait comme façon de penser. Alors moi je juge pas, et ce que je fais c'est que j'ai certainement dû avoir des expériences dans ce genre, mais ça m'a pas trop marqué. Mais je pense avoir aussi eu certainement une réputation de fille facile, etc. Bon, mais comme ça m'a jamais vraiment, tu vois, ça ne m'a jamais questionné, et ça m'a jamais empêché. Un homme qui me trouve facile, il me trouve facile. Bon, très bien. Il me veut pas, il me veut pas. Je vois pas où est le problème pour moi, tu vois. Je vais pas relationner plus longtemps avec ça, puis je vais passer à autre chose. La question, elle se pose pas. Et alors, il juge. De toute façon, s'il juge pas comme ça, il va me juger autrement. Donc bon. Et après, quoi. Ça peut être sur l'intelligence, ça peut être sur l'apparence, ça peut être sur ce que je sais, moi. Il y a mille et une manières de se faire rejeter sur l'image. Hein. Bon. Et après, tu vois. Ouais, il y a vraiment cette question de est-ce que je peux arrêter de penser que les autres vont pas me juger? Ils vont me juger, de toute façon ils vont me juger. Alors, est-ce que je vais perdre mon temps avec quelqu'un qui veut pas de moi et qui va me juger négativement? Ben non, ça n'a aucun intérêt, passez à autre chose. Passez votre chemin. Ok, alors si vous voulez on reste sur ce thème ou vous changez de thème comme vous voulez. Je voulais lui dire quelque chose. Ah bah vas-y. Sur EVH, j'avais vu un profil de fille qui disait « Mais de toute façon, la première fois, c'est toujours une aventure. » Donc, fille facile ou pas facile, tu plonges ou tu plonges pas. Mais il n'y a pas de facilité, ni rien. Ah, mais c'est pas moi qui dis ça. Non, mais moi je te dis ce que la fille a dit. Alors, un truc que tu peux faire aussi, c'est de partir dans l'humour et de dire, voilà, moi je suis une fille facile, donc de l'assumer, de dire, oui. Parce que quand tu es dans non, je ne veux pas être une fille facile, ça veut dire que toi-même tu te blâmes et que tu ne voudrais pas être une fille facile. Un peu comme tout à l'heure, tu voudrais apparaître à tes propres yeux comme une fille correcte, une sainte. Donc, quand c'est assumé d'être une fille facile, du coup, l'autre, il te dit oui, voilà, t'es une fille facile, donc forcément, t'es un coup. Et donc, tu pourrais dire, oui, c'est vrai, je suis une fille facile, je suis encore pire que toi. Donc, tu vas de les prendre à leur propre jeu. Et de dire, qui c'est qui consomme qui est plus facile que quoi? Je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, à un moment donné. Mais il ne faut pas oublier que si vous êtes susceptible au jugement, c'est que vous-même, vous validez la critique. C'est que vous pensez que c'est négatif. Bon, alors si tu arrêtes de penser ça et que tu dis écoute, oui, je suis facile et alors je peux être, tu vois, et toi, tu crois que t'es pas plus facile? Tu crois que t'es pas un homme facile là? Tu vois, voilà. Donc tu veux coucher, et moi, si tu crois, c'est moi qui peux coucher avec toi, tu vois, tu peux prendre carrément dans l'autre sens. Bon, c'est toi l'homme facile du coup. Alors c'est quoi ça, ce plan que tu me fais là? Tu peux le prendre exactement de la même manière. Mais ça, c'est possible de le faire si et seulement si tu allèges le système, c'est-à-dire que tu n'es plus dans un jugement sur toi, négatif sur toi, et ok, t'es facile, t'es pas facile, t'es ce que t'es, un point c'est tout. Un jour t'es facile, le lendemain t'es difficile, le troisième jour t'es légère, le lendemain t'es une sainte, et le surlendemain t'es une salope. Et très bien, voilà, et t'es tout ça, et t'es rien de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui détend beaucoup, c'est... Voilà, je suis 10 000 et une facettes, 100 000 facettes, et je peux représenter toutes les facettes. Mais la dichotomie entre la sainte, la madone, la sainte et la salope, et Lilith et la Vierge, Marie, donc là c'était bien le problème que j'avais posé une fois dans une conférence ici. Et donc c'est toujours pareil, c'est où je me prends pour l'un, ou je me prends pour l'autre. Mais est-ce que tu peux être tout à la fois, quoi ? Et arrêter de vouloir être que sur un registre qui est le registre de la perfection, qui est le registre de la sainte. Voilà. Donc quand tu arrêtes de vouloir être parfaite, tu acceptes que tu es tout, tu te promènes un peu partout. Puis ça se détend. Et si l'autre il n'est pas content, il n'est pas content. Hein. Voilà. Parce que l'autre aussi il est imparfait en face.
Et donc, même s'il n'est pas un homme salaud, il peut être prédateur, il peut être je sais pas quoi, il peut être tout ce que tu veux en face. Donc, c'est pas mieux. Là. Ok. Sujet suivant. Je serais curieuse d'avoir un autre sujet. On était sur les thèmes de la rencontre. Il y a peut-être autre chose que la rencontre quand même. Ouais, que la rencontre. Ouais, je préfère. C'est beaucoup mieux de voir. Voilà, deuxième sujet. Je surveille l'heure en même temps. Bonsoir. Est-ce qu'on la voit? Je voudrais aborder le thème de la répétition amoureuse. Ouais, très bien. Notamment dans le fait de s'oublier totalement dans une relation, au point de changer des comportements et des schémas de pensée. Alors tiens, parle dans le micro, dans les deux micros, viens là. Les deux en même temps? Oui, celui-là. Je voudrais parler du thème de la répétition amoureuse, et notamment dans le fait de s'oublier complètement dans une relation, de changer des comportements, des schémas de pensée qui nous sont propres au profil de quelqu'un avec qui on est. Ok, donc la première chose à faire, c'est toujours de poser des questions, d'investiguer. Donc les mots que tu utilises, c'est je m'oublie, c'est ça, je me perds dans une relation. Donc qu'est-ce que tu peux en dire plus? Je m'oublie quand je rentre en relation. En fait, c'est une répétition autant dans la relation amoureuse que dans les périodes de célibat. C'est-à-dire que j'ai eu 2 relations, 3 ans. Pour moi, j'ai 26 ans. Ouais. J'ai eu une relation très jeune de 3 ans dans laquelle je me suis oubliée. Ensuite, j'ai eu une période de célibat où, au contraire, j'ai complètement exorcisé ce comportement et j'ai voulu vraiment être dans des relations légères. Pardon. Et ensuite, j'ai repris une relation de 3 ans où, pareil, je me suis complètement oubliée. J'ai changé certains de mes comportements, certaines de mes habitudes. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que je pensais plus par moi-même, en fait. Et que j'adoptais complètement... je me disais, mais qu'est-ce que lui penserait à ce moment-là? Qu'est-ce que lui ferait? Et au point d'accepter des choses inacceptables, parfois. Ok. Donc on pourrait dire que quand tu es en relation du coup amoureuse et qu'il y a des enjeux pour toi, affectifs, émotionnels, à ce moment-là, tu rentres dans les attentes de l'autre, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu rentres dans son moule et que tu perds ta propre personnalité. Est-ce que c'est ça, en gros? Il y a de ça, et il y a aussi du fait que j'ai besoin que la personne ait besoin de moi, en fait. Notamment sur des aspects financiers et affectifs. Qu'elle ait besoin de toi. Ça veut dire que t'aimes bien l'aider, t'aimes bien venir au secours. J'ai remarqué que j'avais ce comportement-là. J'ai vu plus ou moins un genre de profil des femmes infirmières, on appelle ça. Ouais, alors voilà. On rentre dans le... J'étais en train de présupposer, de faire l'hypothèse que tu ressemblais fort au profil de l'altruiste, qui est un des profils que j'ai développé, des 5 profils. Alors effectivement, donc il y a plusieurs choses là que tu dis. Déjà de t'oublier toi et de faire passer l'autre avant toi. Et de t'adapter, de rentrer dans son moule, d'être comme ça, les yeux grands ouverts sur lui, et puis qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, comment je pourrais lui faire plaisir, comment je peux le contenter, des choses comme ça. Et puis petit 2, c'est le côté sauveuse, c'est-à-dire ce qu'on appelle sauveuse, c'est venir en aide, être au service, être à ses petits soins, être attentionné, vérifier qu'il est vraiment content, que tu as fait vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien content, des choses comme ça. Un peu. Ouais. Pas à ce point-là, mais... En gros. Oui, il y a ça. Ok. Et tu reconnais que ça se répète, que tu as tendance à faire ça souvent, chaque relation. Le problème, ça va être que je vais accepter des choses inacceptables, vraiment. Oui. Et... C'est pour ça que tu dis que tu te perds. Voilà. Et je me demande en fait pourquoi j'en arrive à ce point-là. Et la répétition amoureuse, j'en reviens à ça parce que je m'étais juré que ça m'arriverait plus jamais. Et à chaque fois, tu retombes. Après, c'est plus ou moins. C'est que 2 fois, vu que j'ai eu que deux ce genre de relation. Mais je me dis pourquoi je me suis juré que ça m'arriverait plus jamais parce que ça m'a pas du tout convenu et que c'était très toxique. Et pourquoi je suis allée pourquoi comme ça on va encore vers ce qui nous fait du mal en fait. On tombe dedans, on finit par retomber dedans. Ok, donc c'est très intéressant ça comme cas. Donc, les profils psychologiques comme ça, c'est ce qu'on appelle
que j'expliquais dans le livre, hein, c'est un formatage. C'est nos conditionnements, c'est notre manière de croire, de penser et de sentir le monde. Et donc évidemment, ça a à voir avec ce que tu as vécu avant, hein, dans l'adolescence, l'enfance, etc. Et voilà, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que tu as en bas. De nouveau, il est fort probable que tu as... Parce que si tu viens en aide et que tu aimes venir au service, le genre infirmière, le genre t'es tout pour moi, je suis tout pour toi, et mes yeux sont grands focalisés sur toi, c'est que ça a dû déjà exister auparavant, ça. Tu vois, il y a des mémoires de ça. Mais j'ai essayé de chercher, je sais pas, moi après je suis partie dans des choses assez basiques par rapport à mes parents, par rapport à ce que j'ai vécu. Et je trouve pas spécialement de corrélation en fait. Alors pas forcément là, parce qu'on n'a pas le temps d'aller regarder comme on peut le faire en thérapie sur vraiment faire des liens avec le passé. Pour en parler de manière générale. Hein, mais ce qui se passe ici chez les altruistes, hein, puisque bon, pour définir un peu le profil succinctement, donc il y a cette tendance à être focus sur l'autre et à être peu en contact avec ses besoins, mais être en contact avec les besoins de l'autre. Donc à être un peu branché, antenne intuitive. Je suis le champion de l'intuition pour sentir et percevoir ce que l'autre veut, a besoin, aime. Voilà. Et donc je sens, je renifle, je flaire ce qu'il aime et j'y vais. Par contre, plus je fais ça, et plus je me déconnecte de moi. En fait, je suis connectée sur l'autre et déconnectée de moi dans la relation. C'est-à-dire, je me perds. C'est pour ça que ça fait, ça fait ça. Et il y a beaucoup le goût de la fusion aussi. Hein, parce que dans la fusion, tu te perds, sauf qu'après, tu ne reprends pas ton individualité. Hein, voilà. Donc l'altruiste, il aime aider, il aime donner, il est un peu toujours sauveur au service, etc. Et il se perd là-dedans parce qu'il y a la difficulté de sentir pour lui ce qui est bon pour lui. C'est comme si, tu vois, par exemple, là tu pars, regarde, là on est en lien, là déjà ton regard il est sur moi, tu vois. Et je me demandais, là pendant que tu me regardais, si en même temps que tu me regardes, est-ce que tu es branché aussi sur toi? Est-ce que tu es connecté à toi là, pendant ce temps-là? Voilà, c'est des conditions un peu particulières parce que juste t'interroger, est-ce que là c'est possible pour toi d'être en même temps de me regarder, donc d'être focalisé sur ce qui se passe pour moi, parce que là tu es en train de me regarder, de voir, tu vois, en scannant, déjà tu as déjà, tu vois, tous les trucs, et comment je peux, et qu'est-ce que je peux, et qu'est-ce que je vais dire, et toi déjà tu es en train dans le scan, dès que tu es dans la relation à l'autre. Mais il est fort probable que tu te déconnectes de toi-même quand tu fais ça. Tu n'es plus branché sur toi. Je suis plus dans l'analyse de voilà. Et tu es chez moi, mais pas chez toi. En fait, c'est ça qui se passe. Et donc, c'est ce que tu fais dans la relation, c'est que tu pars chez l'autre et tu te quittes toi. Donc, ça serait intéressant, si tu veux, déjà une piste qui aide les altruistes, c'est de se connecter, de se reconnecter, de remettre le zoom sur toi. Hein. Et par exemple, ici, maintenant, tu vas le faire là. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu sens toi? Qu'est-ce que tu vis toi? Tu vois, si tu te remets que sur ton axe, qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant? Je trouve que c'est très intéressant de venir parler de ça ce soir. Je ne m'attendais pas à le faire. Oui, c'est imprévu. Voilà, c'est imprévu. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je me suis écoutée à ce moment-là. Okay. Je me suis dit, j'y vais. Finalement, je me sens plutôt à l'aise de me parler comme ça. Mais après, je me comprends pas en fait dans ce que je dis. Des fois, j'ai l'impression. Alors ça, tu repars sur le contenu, hein. Oui. Mais là, j'étais juste se connecter à soi. Oui, c'est pas. T'as pas l'habitude. En plus, t'as pas l'habitude de te connecter à toi. La connexion à soi, c'est juste tiens, je reviens sur moi et j'observe ce que je ressens. Tu vois, ce que t'as dit. Tiens, je suis plutôt content, je me sens plutôt à l'aise, je suis surprise. Tu vois, c'est ça. Hein. Ça, c'est la connexion à soi. Voilà. Après, tu peux partir dans tatata, toute une histoire. Mais avant d'être dans l'histoire, il y a vraiment, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre moi, pendant que je suis avec l'autre? Tu vois? Et là, il y a quelque chose où tu vois, je t'ai ramené sur toi. Et tu peux. Bah oui, c'est pas ce que tu fais d'habitude. Tu es là, branché et câblé sur l'autre. Donc c'est intéressant que tu le regardes, que tu puisses déjà observer ce phénomène qui est que en tant que entre guillemets altruiste, la première tendance c'est d'être focus sur l'autre et de te déconnecter de toi. Et ça c'est vraiment problématique parce que tu ne peux pas identifier et sentir tes besoins si tu es déconnecté de toi.
Donc tu vas vite comprendre que forcément, si tu es connecté à l'autre, tu vas tout faire pour l'autre et forcément tu te perds. Ça va donner de la dépendance affective, ça va donner des choses où tu vas accepter n'importe quoi, puisque tu ne sais même plus qui tu es, ce que tu veux et ce qui ne va pas. Parce que tu ne peux même plus mettre tes limites, étant donné que tu ne te sens plus. C'est le problème. En plus, il y a souvent la peur de perdre le lien ici. Donc je suis capable de faire tout pour l'autre, voire de me maltraiter, parce que je ne veux pas perdre l'autre, parce que je m'imagine que sans l'autre, je ne suis rien. Donc il y a un truc comme ça qui se joue en plus pour les altruistes, que d'autres profils n'ont pas, qui est, je crois, j'imagine que l'autre est immense, tout puissant, et qu'il est tout pour moi, et que s'il disparaît de ma vie, je vais m'effondrer. Donc ça, c'est une fausse croyance. Évidemment, savoir... Se dire, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui me manque, il y a ça qui ne me correspond pas. Et bah oui, c'est ça le problème. C'est parce que c'est comme si il y avait une fascination, une idéalisation de l'autre, de ce que tu imagines que l'autre... voilà, donc une forme d'emprise que tu donnes à l'autre, et une déconnexion de tes besoins et de tes capacités de mettre des limites. Alors, si ça existe, c'est parce qu'effectivement, dans l'enfance, il y a eu un des deux parents, en général, c'est ce qui se passe, où il y a eu un focus comme ça qui a été mis, l'autre était immense, un géant, tout puissant, là, tout fort, qui était le pilier de protection, qui était la personne sur qui je pouvais m'adosser. Même si elle n'était pas forcément bien traitante, mais c'était le parent fort sur lequel je devais m'appuyer. Et donc j'avais les yeux grands ouverts et il était tout pour moi, le parent fort, le parent, tu vois, idéalisé quoi. Et donc à ce titre-là, c'est quelque chose qui peut se répéter après dans les relations amoureuses avec d'autres personnes, mais qui est l'autre devient vraiment tout pour moi, je lui donne beaucoup de pouvoir et quand je lui confie le pouvoir, je perds le mien. Et je ne me sens plus. Et souvent chez l'altruisme, c'était pour aider le parent. C'était pour faire quelque chose pour l'autre, pour le sauver, pour l'aider, parce qu'il y avait une alliance avec la détresse du parent. Je sentais le parent qui était mal, donc pour pas qu'il reste mal, j'ai dû faire quelque chose pour lui. Donc je continue de faire ça, je suis toujours attentive à ce que fait l'autre, comment je peux l'aider, comment je peux le soutenir, Par contre, plus je fais ça et plus je suis déconnectée de moi, et j'ai du mal à mettre mes limites, puisque je ne sais pas dire non. Je suis toujours sur qu'est-ce que je peux pour l'autre, qu'est-ce que je peux pour l'autre. Donc c'est bien les profils d'infirmière. Je ne sais pas quel métier tu fais d'ailleurs, tu fais quoi? Je suis directrice d'un centre de loisirs. D'un centre de loisirs. D'accord. Donc ces enfants, enfin, je donne. Voilà. Donc ça, c'est bien le profil de l'altruisme qui est je donne. J'ai du mal à recevoir et à sentir ce qui est bon pour moi. Donc il y a une fierté ici dans ce profil à donner aussi. Plus je donne, plus je suis fière, et plus je renforce mon truc. Et plus je renforce mon système. Mais c'est la honte d'avoir des besoins. Je suis fière de donner parce que plus je donne. Et ben moi je suis connectée à moi, moi je suis celle qui reçoit, moi j'ai besoin de rien et vous je vous donne tout. Voilà, on est dans un truc comme ça. Et donc l'idée ici ça serait de revenir à mais moi j'ai des besoins et je peux commencer à fonctionner avec de l'abondance, à recevoir ce que j'ai besoin et pas toujours à vivre en pénurie de besoins avec peu, tu vois, parce qu'ici il y a l'idée je fais avec peu. Je donne tout à l'autre, mais moi je fais avec peu. Je sais faire avec peu, ce qui est faux quand tu regardes bien, parce que en fait, tu es malheureuse quand tu fais avec peu. En fait, tu pourrais prendre un peu plus d'air, toujours et un peu plus, mais tu as pris l'habitude, depuis que tu es petite, de ne pas prendre de l'air, de ne pas prendre beaucoup. De vivre avec peu, de faire avec peu de nourriture affective. Donc l'idée ici, c'est est-ce que je peux faire avec un peu plus de nourriture affective, puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, tu vois. Donc l'idée, c'est de donner peut-être un peu moins et de recevoir un peu plus, si c'est possible. D'équilibrer, de commencer à recevoir. Je prends au lieu de donner. Alors tu peux continuer de donner, mais quand on me donne, je prends, c'est je me nourris, je dis oui à ce qu'on me donne, au lieu d'être je donne chez l'autre et je ne reçois pas, tu vois, ou peu. Donc on est dans un schéma inversé ici qui pourrait commencer à t'aider, tout un chemin. Après la question du coup qui me viendrait, ce serait comment se sortir de ces répétitions amoureuses-là, de ce schéma-là Ben voilà, donc je t'ai donné déjà quelques pistes, mais c'est des pistes comme ça, je dirais plutôt théoriques, tu vois, c'est... Voilà, tu peux comprendre ce qui se passe et que un des démarrages, c'est t'occuper de toi, revenir, ce qu'on a fait là, tu reviens sur toi, quand tu vois que tu pars sur l'autre, et tu te sens, et quand tu sens, c'est qu'est-ce que j'identifie qui me va et qui me va pas, tu vois, parce que là, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi, tu pourrais te poser la question, et qu'est-ce qui pourrait agrandir mon confort, qu'est-ce qui pourrait agrandir le fait que je sois mieux maintenant, parce que si tu te poses pas la question, tu te poses la question, et lui, qu'est-ce qui pourrait agrandir son confort, tu te demandes pas, toi et moi, qu'est-ce qui pourrait agrandir mon confort.
Voilà des pistes que je pourrais te donner. Si ça ne suffit pas, parce que ça c'est des pistes en 2 temps 3 mouvements, tu peux faire un travail beaucoup plus profond en thérapie où justement tu vas faire des liens. C'est ce qu'on fait en cabinet, c'est à ce moment-là tu fais des liens avec le passé et on va aussi travailler sur ces mémoires qui sont des mémoires sensorielles et somatiques où l'enfant très tôt a dû apprendre à être focalisé sur l'autre et s'oublier, c'est-à-dire pour survivre, c'est un mode de survie. Il a dû oublier de connecter ses besoins à lui. Voilà. Et donc il a été obligé de se brancher, de se câbler sur le parent en se déconnectant de lui. Et donc de revenir à ça pour rebrancher un autre programme. Voilà. Et ça, on le fait souvent en thérapie. C'est des mémoires aussi sensorielles. Hein. C'est des trucs de survie, ça. Hein. C'est vraiment tout petit que la stratégie qui consiste à pour survivre dans cette famille, je me dois d'aider mon parent, je me dois de faire quelque chose pour lui. Voilà. Et ça donne ça plus tard. Ça te va ? Oui, merci. Voilà. Je suis pas sûre. Oui, je vais garder le micro, puis si quelqu'un d'autre... peut-être une dernière personne, attends, je regarde... Oui, 9h. Peut-être une dernière question ou une dernière personne, soit sur un sujet, répétition, dépendance, rupture, deuil, ce que vous voulez. Toute souffrance occasionnée, bienvenue. Je voulais juste quand même, par rapport à ce qu'elle disait là tout à l'heure sur l'altruiste, dire que bien souvent, et je l'ai marqué, je reprends le bouquin parce que justement il y a tout un chapitre sur les altruistes. Les altruistes vont pas fonctionner avec des altruistes, ils vont pas choisir des altruistes comme eux, mais plutôt ce qu'on appelle des alphas ou des clivés, c'est-à-dire des personnes qui sont beaucoup moins empathique ou beaucoup plus exigeante ou dans quelque chose de c'est moi qui décide ici, c'est moi qui prends le pouvoir. Hein. Et ça fait ça fonctionne bien ensemble, même si c'est douloureux, parce que l'altruiste aurait besoin aussi beaucoup d'empathie. Sauf que très souvent, elle va s'affectionner, prendre en affection des personnes qui ont beaucoup moins de facilité à l'empathie et qui sont beaucoup plus dures comme ça, beaucoup plus coupées au niveau du cœur. Voilà. Et en général, ce sont des personnes qui ont qu'on appelle des personnalités plutôt fortes. C'est pas qu'elles sont fortes, c'est qu'elles sont plus verrouillées et elles ont besoin de prendre le pouvoir sur l'autre. Et c'est pour ça que ça génère une forme d'emprise sur l'altruiste qui se sent justement pas capable de mettre des limites parce que l'autre est assuré, affirmé, exigeant, convaincant. Et donc c'est difficile pour l'altruiste, encore plus parce que justement il choisit en général des partenaires comme ça. Donc c'est la complémentarité et en même temps c'est la difficulté pour l'altruiste de devoir s'affirmer aussi pour mettre ses limites et monter au créneau et de se mettre en colère parce que ce sont des personnes qui ont du mal et qui n'aiment pas les conflits et donc elles ont du mal à se positionner, à s'affirmer en disant stop, c'est pas possible, je veux pas de ça, c'est pas possible, arrête de me rentrer dedans parce qu'il y a une forme de tu prends le pouvoir sur moi et je dis oui un peu mais pas longtemps, donc mes limites sont pas fermes. Voilà. Elle était où la jeune fille là qui était voilà. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui. Voilà. Donc c'est vraiment important aussi de se réapproprier la colère. C'est-à-dire j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de me fâcher, j'ai le droit de mettre un non, quitte à perdre le lien. Voilà, parce que tu auras fort à gagner, que c'est pas grave si tu perds le lien, au moins tu te seras réapproprié cette émotion de la colère. Et surtout cette émotion de puissance, cette puissance qui est du non, le stop, j'ai le droit de dire non. Sinon à chaque fois ça va revenir, dans chaque relation, il y aura des moments où tu seras confronté à ce manque de puissance avec des hommes qui vont t'amener sans arrêt à mettre tes limites, parce que eux, tu es impressionné parce que ces hommes-là, eux sont forts et puissants. Justement, et donc ils te fascinent parce qu'ils ont exactement ce qui te manque, c'est-à-dire le côté j'y vais, je monte au créneau, je me fâche, et si t'es pas content, bah tu prends la porte. Voilà. Ça te parle ? Très bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était, pour conclure, je trouve que c'est important d'avoir ce que je disais au début, ces grilles de lecture de la personnalité. Vous apprendrez beaucoup à savoir comment vous fonctionnez, dans quel profil vous êtes. Et au fait, le profil, pourquoi je choisis des personnes comme ça ? C'est pas un hasard.
chaque profil va choisir des profils normalement complémentaires, ce que j'appelle des neuroses complémentaires, mais en même temps qui ne lui ressemblent pas. Et c'est là où s'occasionne un nombre incalculable de problèmes qui vont émerger justement parce que on choisit quelqu'un dans la différence et qui nous confronte à ce qu'on ne sait pas faire en général. Voilà. Là, tu parles de 5 nécroposes complémentaires, mais du coup, il y en a un qui est tout seul. Si c'est complémentaire 2 à 2, il y en a un qui est tout seul. Non, alors je passe pas. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas 2 à 2. Une compatibilité plus forte entre 2 névroses. Il y a des personnes qui, oui, il y a des personnes qui sont plus compatibles que d'autres. Ça dépend surtout du travail qui a été fait au préalable. Et puis dans les profils, il y en a qui ne se remettent pas beaucoup en question. Les altruistes se remettent en question. Tu vois, il faut un travail sur eux. Tout ça. Les alphas ont beaucoup plus de mal. Ce sont ceux qui ne font pas confiance, par exemple. Tu vois, je ne fais pas confiance. Les traits un peu parano comme ça. Donc moi, je prends le pouvoir et je ne fais pas confiance aux autres. Donc c'est très difficile. Ce ne sont pas des personnes qui arrivent au cabinet ou qui se remettent en question facilement. Voilà. Donc quand une personne a du mal à se remettre en question, quand c'est bien verrouillé, ça ne bouge pas beaucoup. Il y a une forme de fixité. Et donc à partir de là, tu peux relationner avec, ça va être un peu plus raide en tout cas. Tu vois, la personne elle bouge pas quoi. Toi t'as beau, voilà, c'est fixe. Donc c'est un peu plus complexe ce type de relation. Et c'est pour ça que c'est important aussi de les comprendre, parce que si vous êtes quand même marié ou vous êtes avec un compagnon qui est en alpha, c'est quand même important de voir par quel biais ça peut passer quand même. Parce qu'il y a des endroits où ça peut passer mieux que par d'autres. Voilà. C'est pour ça que c'est important de se connaître et de voir en dehors de la compatibilité, tiens, quel message, comment je peux passer en douceur, de quoi il a besoin pour l'aider, comment, c'est ça, c'est quelles sont les pistes pour l'aider à passer en douceur, comment je peux commencer à naviguer avec cette personne sans me le mettre à dos et sans le heurter pour qu'il rentre dans ses systèmes de défense. Parce que s'il est dans son système de défense, c'est encore plus raide. C'est toujours moi, j'ai raison. Donc c'est important d'avoir des informations sur, tiens, mais comment je peux gérer quelqu'un comme ça, comment je peux mieux naviguer avec, sachant qu'il fonctionne comme ça, et c'est parce qu'il est sur la défensive qu'il fonctionne comme ça. C'est plus il est perturbé, plus il fait ça. Plus il se détend, moins il fait ça. Voilà. Donc ici, chez l'alpha, c'est le problème à la vulnérabilité. Je ne peux pas montrer ma vulnérabilité, donc je suis fort, puissant, machin, tout ça, convaincant. Je me dispute, je me suis fâchée, je dis non, je dis stop, etc. Voilà. Par exemple. Voilà. Ça a un lien avec les... Pardon. Vas-y, oui, je te dis. Ça a un lien avec l'énéagramme. C'est encore une autre grille de lecture. Donc je donne aussi des cours. D'ailleurs, je donnerai aussi un séminaire sur les profils dans l'énéagramme. Ça, c'est encore une autre grille de lecture. J'ai plutôt sur le livre utilisé les structures de Reich parce que je trouvais que c'était vraiment passionnant et vraiment très marquant par rapport à la relation amoureuse. Et peut-être plus simple aussi. Voilà. Donc j'ai eu envie plutôt de travailler avec cette grille de lecture, mais toutes les grilles de lecture de la personnalité sont toujours intéressantes, ma foi. Toujours intéressant d'avoir des informations sur soi et sur l'autre, de toute façon. Voilà. Et un profil est toujours attiré par le même profil, pas changer de profil puisque ça va pas bien avec les alphas, il peut pas aller avec. Alors attends, je te repasse. Prends le micro là. Est-ce que tu veux prendre le micro ou venir? Peut-être c'est plus facile parce que la question est intéressante. Je te demandais, est-ce que quand un profil, par exemple, tu disais le profil de la jeune fille, je ne sais plus ce que c'était. Altruiste, ça va pas bien, ou c'est compliqué avec un alpha. Est-ce qu'elle ne peut pas repérer les gens qui sont alpha et éviter les alphas et aller avec les clivés Si. Si. Possible. Si, c'est possible. De toute façon, tu es attiré par les profils en général. Comme je disais, l'altruisme, c'est souvent, pas toujours, mais au début, en tout cas, ils sont attirés par des profils beaucoup plus forts, beaucoup plus verrouillés, beaucoup plus rigides qu'eux. Et souvent, après avoir fait un travail, ça commence à changer les regards. C'est-à-dire que je commence à être attirée par d'autres types de profils.
Mais oui, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire du mal avec ce type de... elle parlait de pattern de reproduction, donc à un moment donné, on se dit j'en ai marre de souffrir. Peut-être que je vais commencer à cibler des personnes qui sont beaucoup plus... moins verrouillées comme ça. Plus souples, voilà, qui peuvent m'aimer beaucoup plus inconditionnellement que ce type de personnes qui finalement voilà, sont quand même assez dures, quoi. Après, ils ont plein de qualités, je dis pas, hein, chaque profil a ses qualités et ses défauts, mais néanmoins, tu vois, il y a quelque chose de... Si je change quelque chose chez moi, si je visite un peu mon fonctionnement et que je change des choses en moi, très souvent, je ne suis plus attirée par les mêmes personnes de toute façon. Ça va me lâcher, ça. Donc les répétitions, c'est quand on ne se remet pas en question et on se met toujours au même profil qui nous met en difficulté. Oui, c'est ça. Ce sont des tentatives, par exemple l'altruiste et l'alpha, ce sont des tentatives désespérées pour être aimé d'une personne qui a été idéalisée, qui a été une personne puissante pour l'enfant. Et c'est une tentative désespérée de revenir à ça. J'aimerais tellement être aimée de ce parent. J'y arriverai pas plus parce que je suis pas équipée pour. Je suis toujours pas équipée pour. Parce que j'ai pas fait ce travail de justement me réhabiliter dans mes besoins et de mettre mes limites. Donc je sais toujours pas mettre mes limites. Donc du coup l'autre il prend le pouvoir. Je lui donne du pouvoir. Ouais, c'est pour ça que le travail thérapeutique permet de... oui. En général, ça change pas tout, mais ça libère de pas mal de choses. Et ça évite justement les répétitions et de choisir toujours le même genre de personnes. Parce qu'en fait, vous ne choisissez pas, vous êtes attiré par des personnes qui vont jouer le scénario dont vous avez besoin que ça joue. C'est comme des tentatives, je vous dis, de dépasser les traumas de l'enfance. Voilà. Donc vous trouvez les partenaires dont vous avez besoin pour rejouer votre script scénarique et le dépasser. Mais comme vous n'êtes pas équipé, en général, vous rejouez toujours la même scène. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Okay. Avec les systèmes de croyances qu'on a pour l'altruisme, c'est je ne peux pas être aimé quand j'ai des besoins, je ne peux pas être aimé pour ce que je suis. Hein. Je vais aimer l'autre, je vais donner, mais je peux pas m'aimer. Hein. Je ne peux pas être aimé, moi. Je vais être rejeté. Il y a un problème de rejet ici. Hein. Abandon, rejet. Ça, c'est l'altruiste. Et c'est toujours lié à votre enfance? Souvent, alors ça peut être pas que l'enfance. Hein. Il peut y avoir les mémoires transgénérationnelles, il peut y avoir... oui, il n'y a pas que le parcours. Hein. Il peut y avoir les influences aussi éducationnelles, l'école, les influences. Il y a plein d'influences environnementales, l'époque dans laquelle on vit, voilà, la norme sociétale. Donc il y a plein d'influences qui fait que voilà, on est imbibé par un certain nombre de croyances, de comportements, de ressentis, d'émotions, etc. Mais très souvent, ce que je dis souvent, c'est que c'est les marquages de l'enfant petit sont vraiment vont donner vraiment des troubles plus tard, parce que c'est ça qui est marqué dans la mémoire somatique. C'est parce que c'est vraiment installé dans une mémoire du corps, corporelle, physiologique, qui n'est pas élaborée. Donc c'est préverbal, c'est avant le verbe. Donc c'est pour ça qu'il y a des réflexes comme ça, c'est impulsif. Ça sort en automatique, vous n'avez pas le temps de dire ouf que ça sort de votre chapeau. Parce que comme elle disait tout à l'heure, j'ai même pas le temps de réfléchir que ça sort de mon chapeau. Voilà. Donc c'est des mémoires vraiment anciennes, quoi, qui ressurgissent comme ça. On appuie sur le bouton, poum. Oui, réactif. Voilà, merci de ces dernières questions. Donc, on va s'arrêter là, et puis peut-être à une autre fois. Hein. Donc, je pense que je redonnerai de temps à autre des soirées ici, peut-être avec Ali Merci Ali de nous avoir accueillis. Et puis sinon, si vous allez sur mon site, vous avez toutes les interventions, toutes les conférences que je donne, les ateliers, les séminaires. Là, j'ai aussi un groupe continu une fois par mois qui est super chouette, hein, sur la relation amoureuse, où on est en petit groupe, une douzaine de personnes, où on se retrouve et on se suit comme ça sur une année. Voilà, je vous ai mis les flyers ici sur mon groupe continu. Si vous voulez vous inscrire encore, on peut prendre 2-3 nouveaux. Et puis, il y a aussi les stages d'été que je vais co-animer sur la relation amoureuse, qui sont des stages où on va vraiment prendre le temps d'inventer des exercices et des expériences, et de développer aussi, comme je l'ai fait ce soir,
des explications, des compréhensions sur ce qui se passe pour vous dans la relation amoureuse pour qu'il y ait plus de fluidité et d'amplitude dans vos relations amoureuses. Voilà. Donc, mais il y aura pas mal de temps d'expérientiel. Voilà. Donc ça, c'est mes stages d'été. Puis sinon, il y en aura d'autres encore. J'en fais un à Paris la semaine prochaine sur s'attacher sans souffrir. Voilà. Donc, si vous me suivez, vous allez sur mon site et vous avez toutes les informations. Et vous pouvez aussi, j'avais oublié de le dire à chaque fois, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous faites mon nom, Véronique Cohn, chaîne YouTube. Et vous pouvez vous abonner parce qu'à chaque fois que je sors une nouvelle conférence, eh bien, vous recevez un mail et vous savez, vous l'avez directement. Voilà, vous êtes informé qu'il y a une nouvelle conférence que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous tous. Moi, je vais rester encore là un petit moment. Ceux qui veulent que je dédicace le livre, je suis là. Voilà, vous pouvez me l'acheter. Sympa les applaudissements. Hein.